Bonsoir amis du fantastique, j'espère que vous passez un bon week-end et que ça va pour vous, ou une bonne semaine. Il y a des films dans les années 80 qu'on aimerait revoir, et quand ça passe à la télévision, eh ben, on ne peut pas s'empêcher de le regarder. Car en général, ça nous rappelle notre enfance et nos souvenirs. Ce soir, nous allons parler de deux films. Pour certains, vous allez les reconnaître, et pour d'autres, vous ne les reconnaîtrez sûrement pas, parce que peut-être que ça serait trop vieux pour vous. Voilà, et ça, je parle en partie pour les jeunes, qui regardent souvent mes vidéos, et qui en apprennent un peu plus sur ces anciens films qui ont marqué notre enfance et qu'on a toujours plaisir à voir entre nous. Et ce soir, dans ces contes de la crypte spécial film années 80, nous allons en parler peut-être de 2 ou de 3. Tout dépendra de ce que je passerai. Mais en partie, ça va vous rappeler votre enfance, ça c'est sûr et certain. Très bon café. Ce que je vous propose, c'est de découvrir certaines bandes-annonces de ces films des années 80 qui nous ont marqués. Circuit board or something. We can take a look at it tomorrow, okay? This kind of stuff usually takes years and years to develop and work out the bugs. I tied it to my father's computer on the modem and filled in some details in your drawing. So I used my computer, which is only a 128K, but that should be enough to find out what it does, if it does anything at all. We had something to sit in. All three of us could fly around in this. I got a great idea. There's some old carnival rides over there. Pretty neat, huh? Oh, yeah. I could live here. Not me. Here's the thing about It's beautiful. how are we gonna get this thing home? It's got wheels.
We launch. What happened? Where are we? Oh my god. Look, I'm sorry to disturb you folks, but are you the same William Freeman who reported missing a son? David Scott Freeman on July 4, 1978? Yes. I'm sorry you don't want to know the truth about where David's been for the last 8 years. Why he can't remember. What all this unusual brain activity means. And most of all, why he hasn't aged. It's 1986, man. 8 years since that night. Been gone for 8 years. Going where? Outer space? Could be. Sit down, Navigator. You have the information I require to complete my mission. You are the Navigator. I have been sent from Phaelon to borrow samples of light from different galaxies for study. On this planet, I chose you. I think there's been some sort of mistake. I do not make mistakes. But right now, he's up there somewhere flying around inside it. Found a spaceship. Hi! You wouldn't happen to know the way to Port Lauderdale, would you? Hi, can I please borrow some change to phone my parents? Hey, Lizzo! On board! Said you wanted to phone home. I'm sorry. I don't belong here now. I love you. Près de ce livre enchanté. Quelle merveille cache-t-il entre ces pages? Quel tour de magie joue-t-il à celui qui le lit? Quel est le secret de l'histoire sans fin? Mais c'est impossible! Vous entrerez dans un monde où l'imagination d'un jeune garçon devient d'une réalité éclatante. Le monde d'Atreyu et d'Artax, des mangeurs de pierre, du bon et gentil gnome. Un monde qui est immense, éternel, dangereux et merveilleux, inoubliable et libre. Pour celui qui croit qu'un rêve peut se réaliser, que l'imaginaire peut devenir vrai. Voici l'histoire sans fin. In a place outside time lies a mystical realm of sound and vision. A wondrous civilization. Where good and evil struggle to possess the dark crystal.
Les Skeksis l'ont corrompu. À présent, l'obscurcissement menace notre monde. Qu'est-ce que c'est, l'obscurcissement? Vois par toi-même. Chère mère, j'ai eu une vision. Tu lis trop d'histoires, ma fille. Non, c'était bien réel. Tout ce que les Skeksis nous disent depuis si longtemps n'est que mensonge. Et maintenant, tout le monde, et toute chose, est en péril. Avec moi, unissons-nous enfin contre notre véritable ennemi, les Skeksis. Les Skeksis sont éternels! La résistance prend forme. Tu es sûr que ça ira? Non. Mais je garde espoir. Craignez la puissance de l'obscurcissement! L'espoir est fragile, précieux, comme un éclat de cristal, autrefois perdu, et aujourd'hui retrouvé, et facilement dérobé. Je ne pense pas que tout redeviendra comme avant. C'est vrai. Ce sera encore mieux qu'avant. Steven Spielberg présente Les Goonies, un film de Richard Donner. Et voilà, c'est cassé, Chou. Mika trouve une carte. Oh la vache, vous vous rendez compte de ce qu'on pourrait faire? Oh non, je peux plus être mêlé aux aventures à la con des Goonies. Je vous présente Mickey, Il faut que j'aille au pipi room. Brandt, Andy, Ah la honte, ah la honte. Allez, grand, sors-lui ta langue. C'est dégoûtant, je veux même pas regarder. House, Toi, je te tiens. Allez, fous-moi le camp maintenant, t'as vu ma peinture, idiot. Tu m'as fait rater ma blague. Stephanie, Data Les Goonies, Flash. Regardez, c'est pas génial? et Chunk. C'est fermé. Ils se sont surnommés les Goonies. Ils ont découvert une légende. Mais ils ne sont pas seuls. Chou, j'espère que c'était ton estomac. Non? C'est la chose. On dirait King Kong. Découvrez ce qu'ils ont découvert. C'était tout plein de rubis et d'émeraudes et de diamants. La carte perdue. Oh super, on a trouvé le tunnel. Les grottes secrètes. Hé Mickey, si tu arrives à m'entendre, sauve-toi. Sauve-toi, ils sont à ta poursuite. Alerte à la pousse. Des indices cachés. Mickey. Ah, Tata. Les pièges perfides. Allô, shérif, je suis dans la salle de l'ancien phare. Je veux vous signaler un meurtre. Comme votre dernière blague avec toutes ces petites créatures qui se multipliaient quand on leur jetait de l'eau dessus, c'est ça? Prêtez serment. Ils sont là, ils sont là. Ah. Oh mon Dieu, moi, quelqu'un qui vient. Venez vivre cette aventure. Steven Spielberg présente Les Goonies. Un film de Richard Donner. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Marty mène une existence banale. Aucun McFly n'a jamais laissé la moindre trace dans toute l'histoire de Hill Valley. Vous savez, l'histoire, elle va changer. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Il fait faire à Marty un bond de 30 ans dans le passé. Saute!
nouveau pelon venu de l'espace. Il serait bon. Maintenant, il est bloqué dans le passé. Je dois arriver, c'est pas possible. Il fait la connaissance de son futur père. Mais c'est un voyeur. Et il plaît beaucoup à sa mère. Il est absolument censé dormir dans ma chambre. Tout ce que tu fais peut avoir de graves répercussions sur le futur. Il faut qu'il rende ses parents amoureux l'un de l'autre. Bon sang, Doc, je suis même pas né. Et il n'y a que Doc Brown qui puisse l'aider à retourner vers le futur. Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Retour vers le futur. Parti. Il faut que tu repartes avec moi. Mais vers le futur. On est où là? Et on est sans on peut attendre le mercredi 21 de l'an 2000. On va résister à notre mariage. Je croyais qu'on était venus ici à cause de mes enfants. Regarde ce qui arrive à ton fils. Mais c'est faire attention, il est légèrement c'est comme ça, merde. Oh, regarde. Tu me prêtes ton... Avec ça, je peux pas le dire. Vous ne seriez pas parents? Alors? Maman, tu as tellement grossi. Voici le cauchemar des criminels, un flic qui aime le danger. Ni coup de feu, ni jujitsu, tu le fais juste descendre. Et alors quoi, tu veux sauter ou pas? Bon, on va sauter ensemble, mon vieux. Allez, viens, mais ça m'intéresse, j'ai jamais fait. Hey. Il allait prendre sa retraite. Maintenant, il la regrette du fond du cœur. Un flingue. Roger, tu travailleras avec lui. Avec lui. Oh, j'ai passé l'âge de ces plaisanteries. Que ces deux-là arrivent seulement à se supporter. Qu'est-ce que tu portes comme arme? Un Smith & Wesson. Ça, c'est la marque préférée des papilles. Et ça va dégager chez les criminels. Je ne veux pas de mort. Il n'y aura pas de mort. J'ai passé l'âge, je vous dis. Est-ce que tu es aussi doué que tu le prétends? On ne peut rien contre moi. En fait, dans notre arsenal, tu es notre arme fatale. Ça t'est arrivé de rencontrer des gens que tu n'es pas tués? Ben, je t'ai pas encore tué, toi. John Rambo, un vagabond qui passe dans leur ville. Bonjour. Vous allez au nord ou au sud? Nord. Alors montez. Je vais vous mettre dans la bonne direction. Est-ce que je peux manger quelque chose dans le coin? Il y a un self à 50 km sur la nationale. Est-ce qu'il y a une loi qui m'interdit de manger ici? Oui, moi. Je veux que tu me boucles ce monsieur pour vagabondage, refus d'obtempérer et port illégal d'armes blanches. Ils savent qu'il est innocent. Ta petite gueule ne me revient pas. Du tout. Mais ils n'en ont rien à faire. Ouais, ça va voir, te fatigue pas avec le savon, c'est un dur. Tu le raperas mieux à sec. Bouge pas, je veux pas que tu te tranches la gorge. John Rambo, un homme qu'on pousse à bout. Qu'est-ce foutu? Il n'y aura pas plus loin que ça. Il va vers le haut de la falaise. Il est juste en haut. Il est coincé, il ne peut plus s'en sortir. Il est traqué, pris au piège. Le voilà, sur la falaise. Obligé de se défendre. Chier. Fais pas chier ou je te ferai une guerre comme jamais t'en as fait. Désolé, vous êtes tous vos hommes, vous avez déjà échoué. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous réussirez maintenant? Dieu sait quel dégât il est encore capable de vous faire.
Mais vous ne voulez pas accepter le fait que vous êtes en face d'un expert dans la guerre d'embuscade. Vous voulez me faire croire que 200 hommes contre votre poulain, c'est une situation perdue d'avance? Si vous lancez vos hommes, n'oubliez pas une chose. Réservez-leur une place à la morgue. Sylvester Stallone. Cette fois, il se bat pour sauver sa peau. Rambo. Dans cette ville, dans l'ombre propice de la nuit, quelqu'un est à la recherche de Sarah Connor. Sarah Connor? Oui. Sarah Connor, âgée de 35 ans, a été sauvagement exécutée chez elle. T'es morte, chérie? Qu'est-ce que c'est? Ah, un deuxième cadavre. Sarah Louise Connor. Pas possible. Nous vous donnerons d'autres détails sur ces meurtres dans notre prochain journal. Elle ne le sait pas encore, mais c'est elle qu'il veut tuer. J'ai pu joindre la suivante de la nuit? Non, elle est toujours sur répondeur. Mais qu'est-ce que tu fous, bon sang? J'ai peur, j'ai besoin de toi. Il y a un homme qui n'arrête pas de me suivre. Personne ne pourra la sauver. Sauf... Je vais vous sauver. Ma mission est de vous protéger. Vous êtes programmé pour extermination. Je deviens folle. Tu l'as tué, comment peut-il se relever? Ce n'est pas un homme, c'est une machine. Des êtres comme ça n'existe pas. C'est vrai, pas avant 40 ans. Tu veux dire que tu viens du futur? Ils sont là pour se battre. Celle dont dépend leur avenir pourra-t-elle être sauvée? Et ce Terminator pense pouvoir arriver à anéantir le mécanisme de son ennemi? L'un est venu pour la sauver. J'ai traversé le temps pour toi, Sarah. L'autre pour la supprimer. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. Une apparence humaine, mais un corps d'acier. Invulnérable. Il n'est programmé que pour tuer. Tu peux l'empêcher? Je ne sais pas. Sarah Connor est l'enjeu d'une bataille de titans. Elle est l'élu du futur. Échappera-t-elle au Terminator? Un film autre que ceux que vous avez vus jusqu'à présent. Arnold Schwarzenegger est le Terminator. C'est le soir du réveillon à Los Angeles. La Californie? Papa et toi, vous rentrerez ensemble? On verra si ça peut s'arranger entre maman et le Père Noël. Le policier John McClane est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu m'as manqué. En fait, il est venu pour sauver sa femme. Laissez-moi. Fou. Allez, montez! Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, 12 terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le vrai usage du pouvoir. Ce sont des hommes brillants, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars enfermés dans votre coffre. Et ce sont des hommes cruels. Je ne peux rien vous dire, il faudra me tuer. Très bien. Alors nous choisirons la manière forte. S'il y a une chose que McClane n'a pas envie d'être, Réfléchis, bon Dieu! c'est un héros. Où est-il? Il en est! Où ça? Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Son métier de flic. Ils viennent déjà de tuer un otage. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences. Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Il est dans l'immeuble, mais qui est-ce? Je suis pas de votre côté! Mais qui êtes-vous? Vous êtes bien gênant pour un gardien de la sécurité. Erreur sur la personne Hans. Vous avez autre chose à me proposer? Vous croyez avoir une chance contre nous, monsieur le cow-boy? Yippee, l'Indien. Vous venez de détruire un immeuble entier. C'est moi qui suis chargé des opérations. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vu d'ici, vous n'êtes chargé que d'un énorme fiasco. Il est seul et il est épuisé. Il a encore vu personne lever le petit doigt pour lui.
camarade, comment tu te sens? Et pour tout dire, je me sentirais beaucoup mieux si j'étais ailleurs. Je veux sa peau, tu l'auras. Il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Facile de l'aimer, ce garçon. Et à Los Angeles, on va rigoler, on va faire la fête ensemble. Mais très difficile de le tuer. Bruce Willis, piège de cristal. Figurez-vous que j'ai été invité à la fête par erreur. Un coup de peau? Bientôt sur vos écrans. J'imagine que toutes ces bandes annonces que je vous ai passées a dû vous rappeler votre jeunesse. Eh bien, il faut dire qu'au XXIe siècle, à notre époque, il nous manque des films comme les années 80. L'imagination des enfants qui construisent un vaisseau pour aller dans l'espace, qui vont rencontrer des extraterrestres, un groupe d'enfants qui se met à la recherche d'un trésor et pirate. Ah, Retour vers le futur, un classique dans les années 80 avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd.
les Rambo, les Terminator, tout ça, ce sont des bons films de cette époque qui nous ont marqué notre enfance. La plupart de ces films que vous, les jeunes, vous n'avez pas connus parce que vous n'étiez pas nés, ou alors vous les avez juste connus dû à vos parents ou les avoir entendus parler. Eh bien, croyez-moi, c'était l'âge d'or du cinéma à cette époque de l'année. Et aujourd'hui, il nous manque un peu des films comme ça. On a des grands acteurs qui nous ont quittés maintenant. Il y en a qui sont atteints de maladies graves, comme ce pauvre Bruce Willis avec l'aphasie, qui à son âge est quand même pénible. On a encore notre Sylvester Stallone, on a encore notre Arnold Schwarzenegger, mais quand ils vont partir aussi, ça va faire un grand vide. On a eu déjà Chuck Norris qui nous a quittés, hein, la star des années 80, on avait grandi avec ses films, j'ai d'ailleurs consacré une vidéo là-dessus. Mais ce soir, nous allons avant tout vous parler de l'Explorer, et ensuite je vous parlerai d'un autre film intitulé Le Navigateur, avec l'enfant que vous avez vu dans la bande-annonce. C'est un droïde assez étrange. Alors c'est un film dans les années 80 qui n'avait pas trop fait parler de lui, mais qui reste un classique à voir. Hein. C'était Disney qui l'avait produit à l'époque, hein, où Disney faisait des films pour plaire au public et pas question de finance, car aujourd'hui c'est beaucoup ça, et c'est ça qui est bien dommage dans cette époque-là. Donc l'Explorer est un film fantastique de science-fiction américain qui est sorti dans les années aux États-Unis en 1985. On y retrouve un groupe de jeunes, encore étudiants, qui ont une passion, c'est tout ce qui est dans le domaine scientifique, et notamment un peu plus intelligent que les autres, et qui tentent plusieurs expériences pour réaliser quelque chose de formidable et de fantastique. Dans les bandes annonces que je vous ai passées, il y en a plein d'autres des années 80, des classiques que je ne vous ai pas passés, mais si je devais vous passer tous les bandes annonces des années 80, la vidéo serait extrêmement longue et ça serait quand même assez compliqué de tout vous passer. Avant tout, c'est pour vous parler un peu plus de l'Explorer, qui était un film que j'avais bien aimé, moi, à l'époque, hein, en 1985. Moi, j'avais vu, bon, c'était à la télévision, ce film, je l'avais pas vu, moi, au cinéma, hein, j'étais un peu trop jeune pour ça, contrairement, par contre, à Retour vers le futur, tout ça que j'avais vu au cinéma, et bien d'autres films de cette époque-là que j'avais vu au cinéma aussi, comme les Goonies ou comme autres films. Et c'est vrai que l'Explorer, on n'en entend pas trop parler, Explorers, exactement, on n'en entend pas trop parler parce que bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau des effets spéciaux, c'est un peu vieilli, mais ça reste quand même un classique dans le domaine justement de... c'est quoi cette musique ? Ouais, ça fait 13 années 80, mais ça tombe bien, c'est le petit, mais on va couper ce petit son là pour l'instant. Voilà. Et voilà, donc du coup, on est en pleine période où on parle d'extraterrestres, d'objets volants non identifiés, on parle encore de cette histoire de Roswell qui s'était écrasé dans le Nevada, pas très loin de la zone 51. Beaucoup de choses pour apporter une imagination, pour faire de la science-fiction sur nos écrans, pour plaire à un public. Et l'Explorer fait partie un peu de cet univers-là, et qui reste quand même, bon, même si ça a un peu mal vieilli, ça reste quand même un classique dans ce domaine-là. Et à l'époque, c'était réalisé par Joe Dante, Joe Dante qui est très très connu, il a fait plein d'autres films encore
etc. Hein, mais ça, si vous connaissez John Dante, vous savez les autres films qu'il a réalisés. Hein. Donc, voilà, sorti en 1985, il met en scène Ethan Hawke et River Phoenix, débutants au cinéma, ainsi que Jason Preston dans les rôles d'une bande de jeunes garçons construisant un vaisseau spatial. Sorti à la hâte, le studio, voilà, sans effets spéciaux finalisés à l'époque, le film n'était pas finalisé, le film sort aux États-Unis une semaine après Retour vers le futur. Il sera malheureusement un échec commercial, cependant, Explorers deviendra au fil du temps un film culte et notamment à la sortie en VHS à l'époque. Aujourd'hui, vous pouvez le retrouver en Blu-ray ou en DVD avec des scènes inédites qui avaient été coupées à l'époque. Donc ça vous fait donc en fait une version un peu director's cut. Voilà, avec 10 minutes de plus qui a été tournée. Mais comme ils ont fait pour la version longue de Terminator, le jugement dernier, donc Terminator 2, eh ben, il y a des séquences qui sont en anglais, sous-titrées français. Voilà, qui ont été rajoutées dans cet épisode. Alors, la période extraterrestre intéresse, on fait des ovnis, car on nous fait aussi le film qui a bercé beaucoup d'enfants, c'était E.T. E.T., je ne vous ai pas passé la bande-annonce, j'aurais pu, mais E.T. c'est pareil, c'est un classique dans les années 80 qui avait marché. Et donc toute cette période extraterrestre qui arrive sur nos écrans pour nous faire rêver. Voilà, c'était l'âge d'or du cinéma, et surtout de cette époque-là, où les films nous permettaient encore de rêver, de travailler un peu notre imagination. Aujourd'hui, ça, mes amis, ça manque un peu. Aujourd'hui, on fait beaucoup de films basés sur l'histoire, basés sur des trucs qui sont vraiment inutiles aujourd'hui. Hein, pour certains films, je dis pas dans tout. Hein, mais on ne retrouve pas cette patte des années 80, hein, qu'on avait même pour Gremlins 1. Voilà, regardez, ils nous ressortent des suites d'anciens films. Pour la plupart, il y en a qui cartonnent. Pour la plupart, il y en a qui font des flops. Voilà. Mais c'est ça qui est bien triste. Voilà. Aujourd'hui, on a tellement de scénaristes qui travaillent peu le scénario. On fait un truc, c'est pour du business, c'est pour du fric, c'est du fric. C'est ça qui fait. Et franchement, faire des films pour une histoire de pognon, eh ben en général, ça marche pas comme on peut le souhaiter pour certains films. Et il y en a, ça marche, mais bon, quand même. Les années 80, ils avaient plus d'ingéniosité pour nous faire un bon film qui pourrait plaire à un public, hein, et qui pouvait encore nous faire rêver. Aujourd'hui, on essaye de nous montrer un peu trop une réalité, les conflits, la politique. Je suis désolé, mais bon, on n'a pas besoin de voir ça aujourd'hui. On a plutôt envie de changer d'air et de ne pas faire des films qui parlent de politique ou qui veulent expliquer quelque chose. On s'en fout. Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est plus cette époque-là, des années 80. Ça a tellement changé que même j'ai peur, mes amis, dans l'avenir. J'espère que il y aura des gens qui se réveilleront et qui feront pas de conneries comme beaucoup d'hommes politiques qu'on a eu ont fait ces dernières années, hein, et ce qui s'est passé bien avant aussi. Voilà. Mais bon, les années 80 ne sont plus, maintenant nous sommes au 21e siècle. Donc le synopsis de Explorers, Ben Kandal, interprété par Ethan Hawke, est un jeune garçon passionné par les extraterrestres vivant
dans la banlieue du Maryland. Il aime regarder de vieux films de science-fiction, notamment La Guerre des Mondes et autres films. Il fait chaque nuit un rêve étrange et il voit un gigantesque circuit imprimé avec l'aide de ses amis Wolfgang, interprété par River Phoenix, et Darren, interprété par Jason Presson. Ils parviennent à reproduire le circuit et découvrent qu'il sert à développer un champ de force. À l'aide de celui-ci et de matériaux récupérés de la caisse du père de Darren, ils construisent un vaisseau spatial. Ils le baptisent dans la VO Thunderhawk, et qui est donc du nom de la chanson de Bruce Springsteen. Dans la VF, il surnomme le vaisseau. Voilà, le vaisseau devient Born in America, dérivé de Born in the USA. Voilà. Et donc, c'est à partir de là, avec ses rêves, avec ces choses qu'il a vues dans son rêve, qu'il va dessiner, qui au final va reproduire quelque chose d'extraordinaire et qui va les emmener à découvrir des choses qu'un enfant aimerait faire à cette époque, avait la possibilité de faire ça un jour, mais bon, c'était un rêve d'enfant tout ça. Mais c'est vrai que nous égarer un peu de notre bonne vieille terre et découvrir plus ou moins une race extraterrestre un peu plus développée que nous, ou curiosité, pourrait être intéressant. Ils vont continuer donc leur chemin et soudain ils vont être attirés par un immense vaisseau qui est caché pas très loin de la Lune. Et à ce moment-là, ils vont rencontrer deux extraterrestres étranges qui s'amusent à imiter, à faire beaucoup de choses qui pourraient vous faire penser à des enfants extraterrestres, des enfants comme eux. Car au niveau du comportement, au niveau de la façon de parler, eux aussi sont à la découverte de ces êtres humains étranges qui ne comprennent pas, et qui ne comprennent pas aussi que dans les films qu'on voit en général au cinéma, on montre que le monstre est méchant, est vilain, il fait du mal aux humains, il détruit tout sur son passage. Et donc, ils vont rencontrer ces trois jeunes et vont essayer de communiquer avec eux pour comprendre pourquoi les êtres humains font-ils de choses pareilles, ou une personne extraterrestre serait méchante à chaque fois et ne pourrait pas être gentille, hein, comme notre ami E.T. E.T. l'extraterrestre. Et donc, à partir de là, l'aventure va commencer, ils vont sympathiser, il va y avoir des histoires qui vont se passer, il y a même un jeune homme qui est amoureux d'une jeune fille aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce film. Voilà. Alors, la production génère et le développement, Wolfgang Peterson devient réalisateur. Le film, mais voulait le tourner dans son pays natal, l'Allemagne. Paramount Pictures refuse et propose finalement le projet à Joe Dante. Attribuer les rôles, ce film marque le début au cinéma de River Phoenix et Ethan Hawke. Ce dernier
a passé le temps avec le réalisateur Joe Dante pendant le tournage, notamment pour regarder les films Hurlement ou Piranhas avec lui. Et ça imprègne de la culture des films de série B comme Rogers Command. River Phoenix avait, quant à lui, auditionné au départ pour le rôle de Darren Wood. Le scénariste du film est Eric Luke, en interprète le professeur de Darren dans le film. Le tournage a lieu en octobre 1984. Il se déroule en Californie, à Petaluma, Glendale et Banca et Redon Beach. Hop là. La vue sur les lumières de la ville est en réalité une maquette dont une portion est en forme de circus électronique avec des portes logiques et des circuits intégrés. Et oui, à l'époque, on n'avait pas trop les moyens de filmer ou de faire de l'image de synthèse. La technologie n'était pas assez développée. Aujourd'hui, on peut vous faire une ville en synthèse et vous ne ferez pas la différence. Donc, à l'époque, on utilisait le bon vieux truc de l'époque, hein, la maquette. La maquette qui a fait son charme. Regardez Star Wars, le premier, c'était fait par des maquettes aussi, hein, et ça avait très très bien marché. Maintenant, le montage et les effets spéciaux. Le film n'a jamais été vraiment achevé, les studios ayant décidé d'avancer la date de sortie du film en salle pour le sortir en saison estivale du 12 juillet 1985 aux États-Unis. Ceci implique en partie l'échec lors de sa sortie, d'autant que le concept événement mondial Live AID a eu lieu le même week-end. Une version restaurée, Director Cut, a été envisagée par Joe Dante avec un financement participatif de fans, mais Paramount Pictures ne possède plus aucune négatif du film. Mais moi, je l'ai retrouvé et j'ai la version, justement longue. Car quand j'ai revu le film, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo là-dessus. Et bien quand j'ai revu le film, j'ai vu qu'il y avait des passages qui étaient en version originale, qui donc avaient été restaurés. Voilà. Et donc, si moi je l'ai trouvé, et ben peut-être que vous aussi, si vous souhaitez avoir ce film dans votre collection, du moins pour les collectionneurs de ce type de vieux films de l'époque des années 80. La musique du film est composée par Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, hein, qui est une personne qui est très très connue. Hein. Il a fait énormément de musique de film. Hein. Il nous a quittés malheureusement en 2004 à Beverly Hills. Mais ses œuvres musicales restent quand même incroyables. Voici quelques films que je vais vous mentionner, des musiques qu'il a composées pour ces films. Hein. Donc il a fait pour Star Trek, le film, le premier de 1979. Il a fait pour La Malédiction de Damien en 1976. Il a fait pour Rambo 2
pour Rambo de 1982, pour les Gremlins, voilà. Il a fait aussi Damien, La Malédiction 2, Star Trek Premier Contact, Légende, Total Recall, les Gremlins 2, la première Planète des Singes qui était sortie en 1968, qui est un classique aussi mes amis, et certainement que je consacrerai peut-être une vidéo sur ces anciens films qui étaient bien faits quand même à l'époque, hein, même si le maquillage a un peu vieilli, mais c'était quand même bien fait. Il a fait notamment Rambo 3, il a fait La Malédiction Finale, il a fait les musiques de Poltergeist, les films, il a fait les musiques de Basic Instinct, il a fait La Momie de 1999, il a fait Air Force One, il a même fait la musique de Mulan, qui est de Disney à l'époque. Il a fait les musiques, les Looney Tunes, voilà. Il a fait Small Soldier, voilà, Star Trek Nemesis, voilà. Il a fait même les musiques de Poltergeist 2, il a fait même Le Lion et le Vent de 1975 avec Sean Connery. Il a fait Hollow Man qui était sorti en 2000, qui était un bon film aussi. Il a notamment fait Alien, le 8e passager, et L'âge de cristal de 1976, qui est un vieux film. Alors, vous voyez, il a composé beaucoup de films, cet auteur. Et franchement, moi j'aime bien de temps en temps regarder et écouter un peu ces morceaux de ce film. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire concernant le box-office de Explorers ? Alors, Explorers sort sur le sol américain le 12 juillet 1985 dans seulement 1750 salles. Il partit cependant de la force concurrence ce week-end-là. La diffusion du concert mondial événement du Live and Head, le box-office est alors totalement dominé par Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Sorti quelques jours plus tôt, Explorer souffre alors de son faible premier week-end d'exploitation et ne restera pas longtemps à l'affiche. Il finit aux États-Unis avec un total seulement, mes amis, de 9 873,044 millions. Enfin, millions, c'est ça, millions. Box office, millions, milliards, attendez, non, millions, voilà, seulement millions. Dans un article de Los Angeles, Tim revenant sur l'échec du film comparé à d'autres flops commerciaux de cet été, en exclusif de Paramount répond: voici un merveilleux morceau de matériaux, mais au moment où il est sorti, tu avais l'impression de l'avoir déjà vu. Dans la plupart des autres pays, le film sort bien plus tard, en décembre. Il sort en France le 18 décembre, où il enregistrera finalement que seulement 230 000,801 entrées, mille entrées. Ce qui n'est pas énorme, mes amis, pour à l'époque. Mais en fait, ce qui a fait que le film soit un échec lors de sa sortie, c'est parce que Retour vers le futur avait cartonné. Et donc, quand Retour vers le futur sort après et qu'avait cartonné, eh ben, c'est souvent ce qui se passe. Un film marchera plus qu'un autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les sorties américaines, ils font très attention dans les sorties pour éviter justement que le chiffre justement
ne soit pas plus bas. Aujourd'hui, c'est un peu plus contrôlé, mais à l'époque, dans les années 80, ils faisaient pas trop attention à ça. Ils créaient l'histoire et ils pensaient que ça allait cartonner. L'ordinateur qui est utilisé par Wolfgang pour contrôler la bulle puis le vaisseau est un Apple ILC sorti en avril 84 et qui était prévu pourvu d'un processeur de 1,4 MHz et de 128 KO de RAM, ce qui n'est pas énorme aujourd'hui. C'est même très bas. Hein. Mais pour l'époque, c'était une machine assez correcte. Voilà. Alors, il y a bien sûr un clin d'œil dans le film, à un moment. On peut lire sur la première page du journal Kingston Fall Mystery Still Unsolved. Les mystères de Kingston Fall restent entiers. Voilà. Alors, Kingston Fall est le nom de la ville festive où se déroule principalement l'action de Gremlins en 1984. Le précédent film de Joe Dante. Voilà. Ensuite, le nom de l'école est Charles M. Jones, en référence au nom de naissance de Chuck Jones, créateur de plusieurs personnages des Looney Tunes à l'époque. Hein, et Mary Melody, voilà, et qui le rate. Wolfgang s'appelle donc Ernie et référence à Robert Hard Ilham, auteur de nombreux romans de science-fiction à l'époque. Qu'est-ce qu'il a fait d'ailleurs, ce Robert Edson Erlen? Alors, hop, il est mort le 8 mai 1988. Et il avait fait quoi comme truc? Voilà, je regarde un peu. Carrière d'écrivain, ouais, non, c'est pas ça que je cherche. Alors, voilà quelques trucs. Alors, 1941, 6e colonne, les enfants de Mathusalem, ok. L'enfant de la science, Waldo le Bélia, voilà, Patrouille de l'espace, voilà. Voilà, ça c'est quelques bouquins qu'il a écrits. Alors, certainement, de science-fiction, ça ne vous parle peut-être pas trop, parce que la plupart de vous sont peut-être plus jeunes. Ceux, par contre, qui ont peut-être la 50, la soixantaine, et qui ont lu des romans de science-fiction, peut-être qu'ils en ont lu quelques-uns. Il a fait aussi La Terre, il a fait En Terre étrange, il a fait Poems, la fille de Mars. Ouais, il a fait quand même pas mal de choses, notre écrivain, à l'époque. Donc voilà de quoi ils se sont inspirés. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Alors, le nom de Skyler a été donné au clin d'œil à Star Wars de George Lucas. Avait intentionnellement baptisé son personnage Luke Skywalker avant de le modifier en Luke Skywalker, oui. En fait, excusez-moi, c'est Luke Skywalker, voilà. Et là, avant de modifier Luke Skywalker, voilà. Voilà. Alors, un projet d'adaptation en série télévisée avait été lancé après un projet de remake évoqué en 2014. Une série télévisée basée sur le film est annoncée en novembre 2018 pour la chaîne Paramount Télévision. Le script de l'épisode pilote doit être écrit
par Gary Febnag et David Lawrence. Mais depuis, mes amis, nous n'avons pas eu de news concernant la série de ce film Explorers. Voilà ce que je peux vous dire, mes amis, sur l'Explorer, voilà, qui est un classique dans la science-fiction et qui rappelle beaucoup notre enfance. Voilà. Et ce que je vous propose, c'est de vous repasser un autre extra. Et nous passerons donc au deuxième film que je vais vous parler ce soir. Voilà. Et nous terminerons l'émission. Allez, on se retrouve tout de suite après. Tape du 160 à l'heure, malgré ça on a consommé qu'un dixième de la puissance. L'heure est venue de la destruction. Pas si vite, ralentis, fais rien. Dispositif de protection enclenché. Ça va fermer la porte? Affirmatif. D'accord, alors on n'a qu'à faire ça, mais si on me pose la question, c'est toi qui l'as fait, vu? Exécution. Écoute. Hop là. Le vol du navigateur et pour titre en anglais qui était The Fling of the Navigator. On va peut-être baisser un peu la musique. Alors, 1986 sort Le vol du navigateur, toujours une histoire de vaisseau étrange avec un enfant qui a la capacité de piloter ce genre d'engin. Et avec les voix françaises, bien sûr, de cette époque-là, si vous avez reconnu la voix du droïde, il s'agit de la voix française de Lame Major, qui était un des antagonistes iconiques des années 80, comme L'homme qui vaut les 3 milliards et L'homme qui tombe à pic. Plus tard, il fera une autre série qui s'appelle Raven, mais là, il n'aura seulement que le second rôle. Mais il est très très connu, Lame Major, pour L'homme qui tombe à pic et bien sûr L'homme qui valait les 3 milliards. Il a fait d'autres films, d'autres séries aussi. Il a eu une carrière incroyable. Il est toujours là, notre Lame Major. Il a un peu beaucoup vieilli, pas loin d'avoir 85, 96 ans maintenant. Voilà, je vais regarder tout de suite les Majors, mais je crois qu'il a au moins ça. Les Majors, voilà. Ah, 87 ans, il y a notre acteur.
Ah, ça c'était une série que je regardais, moi, L'homme qui tombe à pic et L'homme qui valait les 3 milliards. J'aimais bien cette série, moi. Ça passait bien, ça passait bien. Hein. Il a fait pas mal de trucs, hein. Je vois la carrière qu'il a eue, hein, aussi. L'homme qui valait les 3 milliards, c'est ça, voilà. L'espion bionique, ça c'est un téléfilm avec ça. Il a fait quoi d'autre? L'invasion des piranhas, ouais, en 1979. Ouais, il a fait quand même quelques trucs, hein. La course de la mort. Renégat. Les nerfs d'acier. Ouais, il a fait quelques trucs quand même. Bon, après, il est surtout connu pour sa prestation de L'homme qui valait les 3 milliards et bien sûr, L'homme qui tombe à pic. Donc, Le vol du navigateur est un film d'aventure et de science-fiction américain sorti en 1986 et réalisé à l'époque par Randall Kilser et écrit par Mark H. Bunker et Michael Burton et Phil Joult et Joe Kramer. Ils incarnent donc David Freeman, un garçon de 12 ans, enlevé par un vaisseau spatial extraterrestre et qui par un malheureux effet secondaire, hop, on coupe la musique, hop, voilà, secondaire, se retrouve transporté 8 ans dans le futur. On y retrouve également Sarah Jessica Parker, qui est l'actrice qui jouait, souvenez-vous, dans la série Sex and the City. Hein, sauf que là, c'était une jeune, très très jeune fille. Voilà, donc déjà, elle avait déjà commencé un peu sa carrière, hein, notre jeune petite actrice, quoi. Voilà. Dans l'un de ses premiers rôles au cinéma, celui de Caroline McAdams, un personnage important du futur avec lequel David se lie d'amitié dans cet épisode. Les productions du film ont initialement soumis le projet à Walt Disney Pictures à l'époque, en 1984, mais le studio n'avait pas pu l'approuver et l'a donc envoyé en produqué à Salle Organisation, qui a conclu un accord avec Disney pour sa distribution aux États-Unis. Le film a été tourné en partie, à Fort Lauderdale, en Floride et en Norvège, dans le cadre d'une coproduction avec la société norvégienne Viking Film. Ce film est remarquable pour être l'un des premiers films hollywoodiens à utiliser abondamment des effets spéciaux numériques qui, à l'époque, était le CGI. Il fut notamment le premier à exploiter un éclairage basé sur l'image et l'une des premières techniques morphing ou au cinéma. Il fait également partie des premières productions hollywoodiennes à présent. Une bande originale entièrement électronique, composée à l'aide d'un synclavier, l'un des premiers enregistreurs et échantillonneurs numériques multipiste. Et ben, dis donc, je commence à fatiguer les copains. Hein. Voilà, échantillon numérique multipiste. Depuis, le film a acquis le statut de culte auprès des fans de science-fiction
et de Disney. Les derniers projets de reboot ont été annoncés pour 2021. Mais nous n'avons toujours pas eu de retour concernant cela. Maintenant, laissez-moi vous parler un peu de la parcelle de ce film. Le 4 juillet 1978, à Fort Lauderdale en Floride, David Freeman, âgé de 12 ans, traverse les bois pour récupérer son frère Jeff, âgé de 8 ans. Chez un ami, suite à une farce de Jeff, il tombe dans un ravin et perd connaissance. À son réveil, 8 ans se sont mystérieusement écoulés. Nous sommes donc en 1986 et il n'a pas vieilli. Son apparence correspond exactement à celui de la vie de recherche. Il retrouve ses parents désormais âgés et Jeff repentant et âgé maintenant de 16 ans. Donc il a été enlevé par un extraterrestre et il a disparu pendant 8 ans. Imaginez les amis que ça vous arrive, ça vous êtes enlevé, vous vous souvenez plus de ce qui vous est arrivé et on vous ramène sur Terre des années après. Ça doit faire quand même bizarre, mais vous n'avez pas changé. Par contre, vous voyez, vous avez vu vos parents, vos frères et sœurs vieillir ainsi que vos amis. Ça doit faire bizarre si ça devait nous arriver en réalité, mes amis. Hein. Après, c'est bien, la jeunesse, pourquoi pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens essayent de vivre un peu plus longtemps. Il y en a qui y arrivent et il y en a qui n'y arrivent pas. Voilà. On veut toujours voir ce qu'il y a dans le futur. Pour voir si dans la recherche on avance, dans la maladie ou dans la technologie, bien sûr. Entre-temps, un vaisseau spatial extraterrestre s'écrase contre les lignes électriques et capturé par la NASA. Les analyses de l'activité cérébrale de David effectuées à l'hôpital révèlent des images correspondant du vaisseau et une carte de ses origines galactiques. Le docteur Louis Faraday, qui l'étudie, persuadé que David se rend dans un centre de recherche de la NASA pour seulement 48 heures, lui promettant qu'ils pourront l'aider à comprendre ce qui lui est arrivé pendant ces années. Mais bien sûr, quand je vous parle de NASA, de la NASA et d'extraterrestres, on revient toujours à cet objet non identifié qui s'est écrasé à l'époque au Nevada, pas très loin de la zone 51. Beaucoup pensent que c'est vrai et beaucoup pensent que c'est faux. Et que les corps qui avaient été trouvés à l'époque de ces extraterrestres humanoïdes étaient une pure imagination scientifique, hein, d'avoir créé des créatures peut-être je ne me rappelle plus, mais en une texture un peu étrange, mystérieuse, voilà. Mais bon, on n'a toujours pas de réponse vraiment réelle sur ça. Mais après, moi, il y a une chose que je suis sûr, c'est que nous ne sommes pas seuls dans l'univers, hein, mes amis. Je pense qu'on n'est pas seuls et quand ça nous arrivera, qu'on saura que l'humanité ne sera pas seule, eh ben, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans notre univers et dans notre monde et dans notre compréhension de l'univers et du monde, ainsi que de la politique et de la religion. Imaginez, mes amis, que ça arrive, cela. Voilà. Alors, ensuite, l'étudie, ok, ça c'est bon, voilà. Qui arrive. Alors le docteur Faraday découvre que son esprit regorge de manuels techniques extraterrestres et de cartes stellaires bien plus détaillées que les recherches de la NASA, et qu'il a été transporté sur la planète Phylon
est ramené sur Terre, soit un aller-retour de, écoutez bien, 1120 années-lumière et seulement 4,4 heures. Voyager, voilà, à la vitesse de la relativité, c'est-à-dire supérieure à la vitesse de la lumière, provoque une dilatation du temps. C'est le cas pour David. 8 ans se sont écoulés sur Terre, mais seulement 4,4 heures pour lui. Le docteur Faraday décide de le mettre en quarantaine sur place pour terminer son enquête. Voilà. Rempart ainsi et rend ainsi sa promesse initiale de 48 heures. Il fallait se douter, mes amis, que quand on débarque comme ça, et ben voilà, ça plaît pas, et donc on va vous étudier et faire des expériences. Vous allez donc servir de cobaye, et ça, ce n'est pas bien. Suite à une communication téléphonique avec le vaisseau spatial, David s'est introduit clandestinement et rencontre son commandant robotique qui se présente comme un vaisseau drone trimaxion. David décide de l'appeler Max, tandis que Max le surnomme le navigateur. Il s'échappe de la base et Max explique à David que sa mission consiste à parcourir la galaxie pour collecter les spécimens biologiques destinés à être analysés sur Phylon, donc la planète de notre ami Alien. Avant de le ramener sur Terre, les scientifiques de Phylon ont découvert que les humains utilisaient que 10% de leur cerveau. Et dans le cadre d'une expérience, on remplit le reste du cerveau de David avec des informations diverses, Max, et ensuite la ramener sur Terre, mais sur celle de 1986, ayant jugé qu'un voyage dans le temps serait dangereux pour un humain. Lorsque Max s'est écrasé, les données de l'ordinateur de bord ont été effacées et il a donc besoin des informations contenues dans le cerveau de David pour rentrer chez lui. Donc ça va être carrément un combat où notre ami va devoir tout faire pour entrer chez lui. Pendant que Max se prépare à un transfert de conscience, David rencontre d'autres spécimens extraterrestres à bord et se lie d'amitié avec un qui se fait appeler Pukmaren, une minuscule créature ressemblant à une chauve-souris. Voilà. La dernière de son espèce après la destruction de sa planète par une comète. Lors du transfert de conscience, Max développe des émotions humaines et se comporte d'une manière excentrique. Les disputes incessants de David déclenchent des signalements d'OVNI à Tokyo, aux États-Unis. Parallèlement, Caroline McAdam, voilà, stagiaire de la NASA et amie de David, raconte à sa famille son évasion du vaisseau spatial. Le docteur Faraday est assigné à résidence et Caroline est envoyée au centre de recherche. Lorsque le vaisseau spatial s'arrête à une station-service, David appelle Jeff qui tire
des feux artificiels, voilà, d'artifice, donc artificiels, feux d'artifice artificiels, sur le toit pour localiser leur nouvelle maison. David et Max arrivent sur place, mais les agents de la NASA ont repéré le vaisseau, craignant d'être internés et traités comme un cobaye, donc ce dont je vous disais tout à l'heure, pour le restant de ses jours. Il reste en 1986. David ordonne à Max de ramener en 1978, acceptant le risque d'être vaporisé par le voyage dans le temps. David se relève dans le ravin, rentre chez lui à pied et retrouve sa maison telle qu'il avait laissée pendant les festivals du 4 juillet. Jeff remarque que le Pekmaron s'est caché dans le sac à dos de David. David lui dit de garder le secret tandis que Max rentre chez lui en volant, traversant le ciel illuminé par les feux d'artifice brillants comme Poway Hammers et lançant à plus tard navigateur. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur ce film qui n'est certainement pas très connu pour les jeunes qui ne connaissent pas. Moi, même je l'ai découvert il y a peu, ce film, et bon, j'ai pris quand même du temps à l'apprécier. Malgré que, bon, ça va, ça n'a pas trop vieilli au niveau effets spéciaux, ça passe encore. Hein. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? La production. Certaines de ces scènes avaient, avec le vaisseau drone tir-action, ont été rendues en CGI par Omnibus Computer Animation sous la supervision du frère réalisateur de Radan Kleiser et Jeff. C'était le premier film à utiliser le réflexion mapping pour créer des reliefs ralliés sur une surface chromée et simulée. Voilà. Jeff explique à Rodan que c'était inspiré d'un travail réalisé pour une publicité au sein de son ancienne société qui s'appelait Digital Effect. Jeff se souvient, Jean Millier de Bob Hoffman avait conçu un logiciel de cartographe des réflexions qui simulait une goutte d'eau tombant d'un robinet avec des phénomènes de réfraction et de réflexion sur le bec. D'après Jeff, Randall a vu cela et a demandé à Wood Purvis: vous rendez le vaisseau spatial réfléchissant comme s'il reflétait l'environnement. L'effet de morphing était basé sur un travail réalisé en 1985 par Digital Effect pour une publicité de lessive à l'époque, mes amis. Quand même, vous avez de l'imagination. Hein. Les effets étant rendus sur l'ordinateur Falling F1 avant d'être incrustés sur la pellicule, l'ordinateur ne disposait pas de grande capacité de stockage à l'époque. Les données étaient effacées une fois l'image incrustée pour faire place à la suivante. D'autres scènes du vaisseau étaient tournées à l'aide d'accessoires, voilà, de accessoires, grandeur nature ou de maquettes. La plupart des plans avec les maquettes étaient réalisés grâce à un système de contrôle de mouvement. Et donc, bien sûr, la bande originale, la musique du film était composée et interprétée par Alain Silvestri. Elle se distinguait
de ses autres compositions par le fait qu'elle est entièrement générée électroniquement à l'aide du synclavier et est l'un des premiers enregistreurs et échantillonneurs numériques. Voilà. Maintenant, les réceptions et critiques. Le film a reçu des critiques majoritaires, positifs. Rotten Tomatoes, lui, a attribué un score de 85% basé sur 33 critiques avec une note moyenne de 6,6 sur 10, mes amis. Le consensus est le suivant, voilà, porté par des effets spéciaux impressionnants et une performance charmante de ce jeune vedette. Elfling of the Navigator reste un divertissement familial de science-fiction tout à fait convenable. Ensuite, nous avons Kevin Thomas de Los Angeles Times a déclaré que le principal autour du film était sa famille américaine, tout à fait crédible et normale. Le New York Times l'a décrit comme un film que la plupart des enfants apprécieront sans aucun doute. Voilà. Et ensuite, le qualifié de divertissement extraordinaire, lui attribue 3 étoiles sur 5, affirmant qu'il était suffisamment bien réalisé pour plaire à toute la famille, mais qu'il ne la mettra certainement pas au défi. Voilà. C'est montré du critique déclare qu'au lieu de créer un paranormal révélateur, Fling of the Navigator regarde à travers le petit bout du télescope, lui donne 3 étoiles et la décrit comme un nouveau sommet pour Disney. John Numbing a critiqué le vol du navigateur pour le magazine Different World et a déclaré en fin de compte: le vol du navigateur est l'un des meilleurs films de science-fiction de ces dernières années. Il frôle le mièvre, certes, mais sans plus. Il est exemple de toute cette surenchère de merveille, que ce soit dans l'écriture, la réalisation ou le jeu des acteurs, qui a fait couler tant de films Disney depuis la disparition de Walt Disney, laissant son studio entre les mains de personnes désavantages, tournées vers le profil que vers la version. Voilà, plus le profil que la version. Que la vision, pardon. Décidément. Je commence à fatiguer, mes amis, je crois. Hein. À l'analyse des effets spéciaux, en mai 2021, le cinéaste indépendant Alan McKillian a publié un document sur le film expliquant les différents types d'effets visuels utilisés pour créer le vaisseau spatial extraterrestre. Ensuite, on parle de remake. Donc, remake en mai 2009, le Hollywood Reporter annonce que Disney prépare un remake du film. Brad Copeland, écrivain de scénario, et David Humberman et Todd Limberman, associés de Mandeville, et en serait le producteur. En novembre 2012, Disney engage Colin Trevorrow, réalisateur de Fidelity, No Good Men et Drake Underruns,
scénariste et producteur pour réécrire le scénario. En septembre 2017, Walt Disney Pictures et Lionsgate ont annoncé qu'un reboot du film était en préparation avec John Henderson, voilà, scénariste de la série télé Lucifer, l'écriture, le scénario. En novembre de la même année, Neil Druckmann, Thriller Coward Studio, avait commencé à développer un reboot, son premier long métrage. Et en septembre 2021, un remake a été annoncé avec Bruce Dallas Howard et la réalisation et la production pour Disney, mettant en scène une protagoniste féminine. Voilà, mais depuis, mes amis, nous n'avons pas eu de news de ce reboot. Voilà. En ce moment, il y a énormément de changements et c'est pas plus mal, mes amis. Voilà, nous avons fait le tour des 2 films dont je voulais vous parler ce soir. J'espère que ça vous aura hypé d'en apprendre un peu sur ces films que pour la plupart certainement vous ne les connaissez pas, voilà, mais que vous prendrez plaisir à les connaître un peu, voilà. Et si vous avez l'occasion de les voir, eh ben, je vous invite à les découvrir entre amis ou en famille. Voilà mes amis, c'est la fin de ces contes de la crypte spéciale années 80, notamment sur ces 2 films. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos bien sympathiques. Et la vidéo de Fernandel ainsi que sa carrière, sa biographie va arriver petit à petit. Voilà, allez mes amis, je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Je les connais pas, moi, les manœuvres. Tout ce que je veux, c'est sortir de là. Tu souhaites quitter cet environnement étranger? Ouais, tout de suite. Exécution. Dans ce quartier paisible, dans cette rue tranquille, un mystère se révèle. Et une aventure commence. Je veux les garder avec moi. En 2002, le chef-d'œuvre de Steven Spielberg revient dans les salles de cinéma, partout. Qu'est-ce qu'il fait? Maison, téléphone. Téléphone à sa maison. Comme vous ne l'avez encore jamais vu. Avec des effets visuels intensifiés, des scènes inédites et un son numérique remasterisé. Au printemps prochain, faites le voyage. Qu'est-ce que t'attends pour démarrer? Allez, en route! Vivez un grand moment d'émotion quand E.T. revient sur le grand écran pour qu'une nouvelle génération découvre ce que les autres n'oublieront jamais. Steven Spielberg présente le 20e anniversaire de E.T. l'extraterrestre. Je suis toujours là. Le taux de crime aux États-Unis augmente de 400%.
ce qui fut la grande métropole de New York devient la prison la mieux gardée d'Amérique. Un mur de 15 mètres de haut est élevé tout le long des côtes du New Jersey et de Brooklyn. Il encercle complètement l'île de Manhattan. Tous les ponts, toutes les voies navigables sont minées. De garde dans l'enceinte de la prison. Il n'y a que les prisonniers et le monde qu'ils ont créé.